sommes en une chaude journée d'été, en ce 16 août 1896, en plein cœur du Klondike. Pas une âme ne vit à des kilomètres à la ronde. C'est alors qu'un canoë apparaît en descendant la rivière. Il comporte 3 hommes et une femme. Skookum Jim, George Carmack et son épouse Tagish, Kate Carmack, ainsi que leur neveu Dawson Charlie. Ils s'arrêtent sur une berge, descendent de leur embarcation et commencent à sortir de drôles d'outils. Touillant l'eau et raclant la terre, ces hommes ont une technique de pêche bien particulière. Soudain, un jeune homme s'écrie « George, I found some !» Tout le monde se précipite sur le jeune homme et regarde ce qu'il brandit dans son écuelle. Des cailloux certes, mais au milieu, ils avaient une étrange teinte jaune. « Gold !» s'écrie-t-il. Fou de joie, George Carmack et Skookum Jim se rendent vite compte que de grandes quantités d'or se trouvent dans le cours d'eau. Ils ne savaient pas encore qu'ils seraient à l'origine de l'une des plus grandes ruées vers l'or que le monde ait connue. Aussitôt que Carmack, Jim et Charlie enregistrent leur concession au poste de police à l'embouchure de la 40 Mile, les nouvelles se répandent rapidement dans les autres camps de la vallée du Yukon. Ces terres eurent un franc succès, et tout le cours de la Bonanza Creek fut attribué à des mineurs. Mais l'isolation extrême fit que le monde extérieur ne se doutait toujours de rien. Ce n'est qu'un an plus tard, en juin 1897, que les premiers bateaux remplis de pépites d'or quittèrent la région, et la merveilleuse nouvelle avec. La ruée vers le Klondike commença donc le 15 juillet 1897 à San Francisco et 2 jours plus tard à Seattle, lorsque 2 prospecteurs revinrent du Klondike avec de grandes quantités d'or, l'équivalent d'1 milliard de dollars actuels. Les États-Unis avaient alors un fort taux de chômage et ils étaient dans une mauvaise situation économique. Le dollar étant basé sur l'or, celui-ci prenait rapidement de la valeur. Nombreux contractèrent cette fièvre jaune, toutes catégories professionnelles confondues. Les démissions de masse des employés devinrent célèbres. Même le maire de Seattle fut de la partie. Hystériques, les navires partirent surchargés et beaucoup sombrèrent. Pour certains, l'aventure s'arrêtait avant même de commencer. De nombreuses routes menaient au Klondike. Tout était difficile. Les champs aurifères se trouvaient à plus de 3000 km de Seattle, la ville américaine la plus proche. Le moyen le plus direct était de prendre le bateau pour se rendre à Skagway ou Daya en Alaska, où un périple dont ils n'imaginaient même pas la difficulté les attendait. Un autre accès empruntait la voie terrestre, vers l'ouest du Canada. Ceux qui ont essayé de rejoindre Dawson par d'autres moyens arrivèrent trop tard, ou pas du tout, morts de faim, d'accidents, de gel et de maladies, ou se sont découragés et sont rentrés chez eux. Ceux qui arrivaient par le Canada furent obligés par la Northwest Mounted Police d'avoir 1 an de ration alimentaire, ainsi que des biens de première nécessité, soit 1 tonne par personne. Du côté américain, il était possible de débarquer en Alaska, à Skagway ou Daya, à 600 miles au sud des mines d'or. Ces 2 villages, d'abord peuplés par les Premières Nations, grandirent rapidement pour héberger les mineurs et les préparer au périple. En effet, les plus populaires routes qui menaient au Klondike partaient d'ici. La meilleure description de ces villes fut donnée par l'écrivain John Muir. « C'est comme un nid de fourmis emmené dans un pays inconnu et énervé par un bâton. » Skagway et Daya avaient pour réputation d'être sans foi ni loi. L'administration était complètement dépassée et elle n'était plus sous contrôle. Des quantités de vols de matériel et des débarquements en toute hâte étaient de mise. Retrouvons un des voyageurs, John, qui choisit cette route et débarqua donc à Daya la malfamée. Il avait acheté du matériel à Seattle, avait pris un billet dans une navette marine hors de prix pour enfin acquérir une carte pour le voyage qui l'attendait. Sa première étape était de marcher 50 km à travers la chaîne côtière pour entrer dans le territoire canadien du Yukon et suivre le réseau fluvial jusqu'au Klondike. Des camps de tentes se formaient le long des pistes, aux endroits où les prospecteurs devaient s'arrêter pour manger ou dormir, ou de faits d'obstacles, comme les lacs gelés à la source du Yukon. Il fallait ensuite traverser le col White. Le début de la piste était relativement facile à suivre, mais elle continuait ensuite dans les montagnes où les passages se réduisaient parfois à 60 cm de large et étaient à certains endroits couverts d'éboulis et de pierres coupantes. Dans ces conditions, les animaux de trait qui constituaient le voyage périssaient en grand nombre, et un passage fut appelé Dead Horse Trail, la piste du cheval mort. Le ministre de l'Intérieur canadien Clifford Stephen déclara en 1897 « L'inhumanité dont ce sentier a été témoin, le cœur brisé et les souffrances endurées par tant de gens ne peuvent être imaginées. Ils ne peuvent certainement pas être décrits. » Le nombre de prospecteurs et le temps humide rendirent rapidement la piste inutilisable,
et elle fut officiellement fermée à la fin de l'année 1897, laissant 5000 personnes bloquées à Skagway. John passa heureusement quelques mois avant sans encombre. Puis venait la célèbre piste Chilkoot. Dans la jeunesse de Picsou, Don Rosa la met talentueusement en valeur. Cette piste menait au col Chilkoot par un escalier de glace en formant des colonnes ininterrompues d'hommes. Près de 22 000 prospecteurs l'empruntèrent durant la ruée. Le froid, la pente raide et le poids des équipements rendaient l'ascension extrêmement difficile. Et il fallait parfois une journée pour franchir les 300 mètres de dénivelé. Cet escalier de 1500 marches fut appelé les Golden Steps. En décembre 1897, un funiculaire entraîné par une corde tirée par un cheval tournant en rond à la base du col fut installé pour transporter les paquets sur les dernières étapes du col Chilkoot. Comme sur la piste du col White, le ravitaillement était divisé en charges plus légères et transporté par étapes. Des porteurs étaient disponibles le long de la piste et faisaient payer le kilo. Le 3 avril 1898, plus de 60 personnes furent tuées dans une avalanche alors qu'elles franchissaient le col Chilkoot. Heureusement, John traversa bien avant, mais fut pris dans de terribles blizzards au froid mordant. Nombreux prospecteurs autour de lui perdirent des doigts, des mains ou même des pieds. Ou tout simplement durent faire demi-tour, se rendant compte de l'ampleur de la tâche. Mais il en fallait plus pour arrêter John. Arrivé au lac Bennett et Lindeman, John n'avait plus que le fleuve Yukon entre lui et Dawson City, la fin de son périple. Mais cela ne serait pas une mince affaire. Il devait construire un radeau, comme tous les autres, pour parcourir les derniers 800 km sur le fleuve Yukon. Il eut beaucoup de mal à trouver suffisamment de bois. Des milliers de bateaux de taille et qualité variables avaient été construits, si bien que les forêts autour des lacs avaient été rasées. Ce dernier obstacle qu'était le fleuve était de taille, car de nombreux rapides glacés les attendaient. Des centaines de personnes y trouvèrent la mort dans le naufrage de leurs embarcations de fortune. Plus tard, une voie ferrée serait construite pour éviter ces rapides mortels. Une autre route américaine était possible, mais elle était bien pire. 3500 personnes tentèrent le voyage fin 1897 en partant du port de Valdez en Alaska. Mais la difficulté fut extrême. Entre glaciers, froid, scorbut, isolement absolu et étendue sauvage, 4 seulement parvinrent à Dawson City. John désespéré. Il avait passé tant de nuits sur les berges du fleuve Yukon dans sa petite tente et avait chaviré tant de fois sur son radeau de fortune. Il avait porté secours à des naufragés et en avait vu plusieurs se noyer sous ses yeux, impuissants. C'est alors qu'il vit des fumées à l'horizon, en dessous de structures carrées. Cela ne pouvait qu'être le résultat de la main humaine. Dawson City, enfin! Dawson City, au Yukon, était le cœur de la ruée vers l'or du Klondike. Dawson grandissait rapidement et abritait déjà environ 30 000 personnes. Prospecteurs, commerçants, restaurateurs, banquiers, joueurs, prostituées et aventuriers. Des millions de dollars de l'époque avaient déjà été récoltés autour de Dawson City. Et la nuit, dans cette ville érigée à la hâte, nous pouvions voir des millionnaires errer afin de dépenser leur argent. Les bars étaient ouverts 24 heures sur 24 et le whisky était la boisson standard. Les jeux d'argent étaient populaires et les grands bars avaient chacun leur salle de jeu. Les meilleurs aliments, boissons et vêtements étaient tous disponibles à l'achat à un coût élevé et tout se payait en poudre d'or. Les propriétaires des salles de danse et de jeux d'argent, des bars, des maisons closes, des restaurants et des magasins de fournitures ont tous fait fortune en sachant tirer profit de ces mineurs nouveaux riches. Il était déjà plus simple de gagner de l'argent dans la gestion des mineurs plutôt qu'en trouvant de l'or. Dawson City était une véritable ville champignon. La rue principale de la ville, Front Street, était bordée d'entrepôts et de bâtiments hâtivement construits, tandis que le reste de la ville était encombré de tentes et de cabanes en rondins. Il n'y avait évidemment pas d'eau courante ou d'égout. Au printemps, les rues non pavées se transformaient en chemins de boue. Et en été, cela empestait les déchets humains et la ville était infestée de mouches et de moustiques. Le terrain devenait de plus en plus rare et le prix des lots explosait. John dut rapidement se rendre à l'évidence. Il n'aurait pas de quoi se payer même une semaine de location dans un taudis. De toute façon, tous les terrains avaient été pris. Il ne fut pas le seul à vivre cette grande désillusion. John et tant d'autres se rendaient compte qu'il était déjà trop tard. Ils auraient dû arriver l'année précédente, mais la lenteur des informations n'avait pas pu les prévenir de l'inutilité de leur venue. Il leur fallait rentrer. Il n'y aurait rien pour eux ici. Mais une lueur d'espoir perdurait. Les rumeurs disaient que de l'or avait été trouvé dans d'autres régions du Canada et de l'Alaska. Tout n'était pas perdu pour autant.
Une nouvelle ruée vers l'or commença en 1899, vidant Dawson City de ses habitants. John ne prit même pas la peine de s'installer et repartit directement. Le bilan de la ruée vers l'or est saisissant. Sur les 100 000 personnes qui entreprirent le voyage, 30 à 40 000 personnes atteignirent Dawson City. Entre 15 et 20 000 devinrent finalement prospecteurs et sur ces derniers, juste 4 000 trouvèrent de l'or. Seulement quelques centaines devinrent riches, tant d'efforts avaient été entrepris, tant d'argent investi et tant de vies risquées pour si peu. La ruée vers l'or aura duré 3 ans. Ils moururent souvent sans le sou en tentant de reproduire leur ancienne richesse. Le coup de chance de trouver un bon filon arrivant rarement 2 fois. De nos jours, Dawson City comporte 1300 habitants, à comparer aux 30 000 lors de la ruée. Une petite industrie minière subsiste toujours, mais la plupart de son activité est basée sur le tourisme. Quantité de chemins de randonnée retournent sur ces lieux historiques des mineurs, et la région est devenue le parc historique national de la ruée vers l'or du Klondike. La piste du Chilkoot est devenue un chemin de randonnée populaire. Skagway a difficilement survécu et est centré sur l'industrie touristique, en accueillant les passagers des navires de croisière. Tandis que sa rivale Daya, port où avait débarqué John, est devenue une ville fantôme. Cette histoire m'intéressait particulièrement car cela montre l'irrationalité humaine. Le romantisme mêlé à une soif d'aventure emmenait des hommes à tout risquer, jusqu'à leur propre vie. Mais il est aussi lié au manque d'informations. Tous ces échos d'une richesse facile et soudaine entendue à 3000 km plus loin donnaient une vision fantasmée, erronée de la réalité. Le jeu en valait la chandelle, mais s'ils avaient su ce qui les attendait, une infime partie seulement aurait tenté le voyage. De nos jours, vu l'efficacité et la rapidité de l'information, un tel engouement ne devrait a priori plus être possible. Ou alors, il pourrait se montrer sous une autre forme, non physique.